Je vous propose de commencer. Donc, d'abord, bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont présents, celles et ceux qui sont présents à l'Université de Rouen et toutes celles et ceux qui nous suivent ailleurs, qui sont assez nombreux. Donc, merci d'être venus à cette séance un peu particulière, si je puis dire, des ateliers sur l'histoire du communisme. Donc, cette séance est co-organisée par l'IRIS Université de Rouen et la Fondation Gabriel Péri, et se situe dans un cadre, bien que non exclusif, on a le droit de s'intéresser au sujet indépendamment de la thématique au programme de l'agrégation, mais tout de même, si nous avons organisé cette séance un peu particulière des ateliers sur l'histoire du communisme, eh bien, c'est parce qu'il y a un sujet donc sur l'histoire de l'Afrique connecté, comme beaucoup de ceux qui sont connectés, évidemment, le savent, donc sur l'histoire de l'Afrique connectée de 1900 à 1980. Et donc, nous avons choisi aujourd'hui, ça faisait un certain temps que nous souhaitions de toute manière faire quelque chose autour de l'histoire africaine et le lien que le continent africain entretient de multiples manières avec les idéologies socialistes et communistes. Et donc, il nous paraissait particulièrement opportun de le faire cette année, puisque l'occasion est belle et il nous la faut chérir. Donc, nous l'avons saisi et nous avons invité un certain nombre de collègues spécialistes que je vous présenterai donc, au fur et à mesure, bon, sachant que vous avez eu l'annonce, donc vous avez déjà vu les noms passer. Comme nous sommes un peu contraints en termes de temps entre ceux qui nous suivent ici, ceux qui doivent partir, etc., je vais aller assez vite et laisser la parole immédiatement au premier intervenant de la demi-journée, qui est Jean Vigreux, qui est donc professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne-Dijon et qui a notamment beaucoup travaillé sur l'histoire du lien entre le communisme et la paysannerie, mais aussi plus généralement sur les organisations internationales liées au communisme. Et c'est de ça dont il va nous parler aujourd'hui, en insistant sur la question du Comintern et le rapport entre le Comintern et les sociétés africaines. Ce sera donc une contribution intéressante, spécifiquement dédiée à cette question du Comintern, qui intéressera celles et ceux qui nous suivent aussi sur l'histoire du communisme en général, mais aussi ceux qui sont évidemment inscrits à l'agrégation cette année. Donc, je l'invite à me rejoindre, et donc vous allez pouvoir le suivre en direct depuis l'Université de Rouen. Voilà, merci. Merci Jean-Numa, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Il est encore temps, je vous présente mes meilleurs vœux et pour les agrégatifs, bien sûr, des vœux de réussite au concours. Je vais, dans le cadre du séminaire, alors bien sûr ouvert aux enjeux de l'agrégation, évoquer le Comintern et les sociétés africaines, des rencontres inachevées. Pourquoi ce type de rencontres inachevées? On sait bien que le Comintern n'a pas réussi à implanter quelque chose, on va dire, entre 1919 et 1943 en Afrique, d'un point de vue réussite, c'est-à-dire de prise du pouvoir. Bien sûr, il y a eu des tentatives où il y a eu au moins une implantation des graines qui ont été semées et qui sont importantes sur cette histoire du premier XXe siècle, on va dire, de sortie de Première Guerre mondiale et de mise en œuvre du Comintern. Pour cela, je commence par deux petites citations. Bon, une qui est connue de Christopher Bailey sur les enjeux de l'histoire connectée, mais plutôt l'autre sur l'un des dirigeants du Parti communiste sud-africain, Nzula, dont on reparlera à plusieurs reprises dans notre exposé, qui intervient au Congrès du Secours Rouge International le 18 novembre 1932. Alors, c'est la traduction, hein, puisque le texte original était soit en anglais, soit en russe, mais je pense que vous pouvez faire confiance sur la traduction. Camarades, la crise en Afrique est très grave. Des masses entières de Noirs sont sans ressources, ils n'ont rien. Des masses entières de Noirs cherchent aujourd'hui un moyen de sortir de la position dans laquelle les impérialistes les ont mis. C'est pour cette raison que nous avons de merveilleuses possibilités en Afrique. C'est pourquoi nous voyons des organisations naître en Afrique et les impérialistes tentent d'endiguer cette marée de révolte des masses laborieuses noires en Afrique par la terreur blanche. Etc., etc. Bon, je ne vais pas vous faire tout son discours, mais c'est pour vous montrer l'ambiance dans laquelle on se place. Non seulement il s'agit, au cours de la période classe contre classe, particulière de l'internationale communiste, moment sectaire de la crise économique de 29 et de ses suites, de mobiliser au maximum les masses pour la troisième période, la nouvelle révolution en œuvre qui peut avoir lieu. Et d'autre part, bien sûr, la terreur blanche. Et ça, c'est important à prendre en considération puisque dans le monde impérial, dans le monde colonial, les logiques, et on y reviendra tout à l'heure, de cordons sanitaires et de lutte contre les rouges sont très fortes et sont très, très impressionnantes. Alors, essayons, après avoir évoqué ce texte de 1932, d'entrer dans le sujet et
pourquoi évoquer le Comintern et les sociétés africaines, ou les sociétés africaines et le Comintern? On peut retourner, puisque la question d'Agreg est plutôt dans ce sens-là. Tout simplement, bien sûr, c'est l'histoire mondiale, l'histoire globale, qui invite à revisiter l'histoire du Comintern. Et d'ailleurs, j'emprunte largement au numéro spécial de la revue Monde, qui avait été coordonné par Sabine Dulin et Brigitte Studer, qui s'intitulait « Communisme plus transnational, l'équation retrouvée de l'internationalisme au premier XXe siècle ». Donc, il s'agit de prolonger, d'amplifier peut-être cette démarche, mais aussi de la revisiter, parfois par des chemins décalés ou des chemins de traverse, car des éléments restent des points aveugles ou des angles morts de la recherche concernant le Comintern et l'Afrique. Ainsi, cette histoire transnationale du communisme invite à étudier tous les flux de personnes, d'objets, d'idées, de textes et de services qui circulent entre les États. Elle postule aussi que les idées se transforment en circulant avec la traduction. Et là, je renvoie, puisque je le citais, à Romain du Coulombier lorsqu'on avait travaillé ensemble sur l'histoire globale du communisme. Donc, on comprend bien que cette histoire est le fruit d'une démarche hybride à la confluence de l'histoire des transferts, de l'histoire comparée, de l'histoire croisée, mais aussi, bien sûr, de l'histoire de l'impérialisme dans le cadre de l'impérialisme qui est celui des sociétés coloniales. Alors, pour le dire différemment, cette histoire nous invite à penser la globalité du communisme, non seulement dans une dimension verticale, celle des rapports entre centre et périphérie, center and periphery, pour reprendre le titre d'un colloque d'il y a quelques années, la logique du contrôle de l'internationale communiste, du centre Moscou sur ses sections nationales est fondamentale, mais aussi on peut le penser dans l'autre sens, c'est-à-dire l'intervention verticale n'est pas toujours celle d'une chaîne de commandement qui est à l'œuvre, parce que si on fait que ça, on va faire une description de ce qui se joue, mais l'autre bout serait de privilégier une vision horizontale, celle de la circulation des femmes, des hommes, des symboles, d'un vocabulaire ou de vocabulaire, bref, d'une culture politique, de doctrine politique, pour comprendre ce qui se joue comme réception en Afrique des enjeux du Comintern. Donc c'est amenant de fait à des hybridations. D'autant que le Parti mondial de la Révolution recherche, et ça aussi il faut avoir en arrière-plan le contexte des relations internationales et géopolitiques de la période, que le Parti mondial de la Révolution, ou international communiste, ou Comintern, j'emploierai soit Troisième International, soit Comintern, peu importe, vous verrez, mais ça veut dire la même chose, recherche depuis 1921 d'autres appuis ou foyers révolutionnaires pour lutter contre l'impérialisme, le colonialisme et le capitalisme. Dans cette perspective, des circulations ou des sociétés connectées, le colloque de Rome, tenu récemment et coordonné entre autres par Françoise Blum, ici présente et qui interviendra tout à l'heure, mais également par Marco Di Maggio, Gabriele Siracusano et Serge Volikov sur l'Afrique, a permis une avancée historiographique importante. En quoi les sociétés africaines et le Comintern caractérisent des rencontres inachevées? Eh bien, je vais vous le proposer en 3 temps. D'abord, l'Afrique ou les Afriques dans le Parti mondial de la Révolution, donc la place de la question africaine dans les résolutions, dans les congrès ou dans les organisations même liées au Comintern. Dans un deuxième temps, on s'intéressera aux écoles de formation et la presse spécialisée, parce que pour avoir des militants, pour avoir des cadres et pour avoir un Parti mondial de la Révolution, eh bien, il faut former ces cadres. Et on va s'interroger bien sûr sur ces Sud-Africains ou ces Algériens qui sont venus aux écoles du Comintern, et avec une presse spécialisée, on verra laquelle, en particulier, on peut le dire tout de suite, the Negro Worker, le travailleur noir africain, et pas simplement africain, vous verrez pourquoi. Et puis, troisième temps, les partis africains, acteurs et mobilisation au temps du Comintern, c'est-à-dire de voir là, cette fois-ci par en bas, de comprendre, en fin de compte, ces sections nationales qui participent au Parti mondial de la Révolution. Alors, si je reprends le plan que je vous ai donné, les résolutions et les enjeux programmatiques et tactiques, puisqu'il y a quand même ces enjeux particuliers au sein du Comintern. Si la stratégie, on sait bien, c'est d'instaurer le communisme, les tactiques sont un peu différentes, période d'ouverture, période de fermeture, si on prend sur le temps long du Comintern, eh bien, on part de quoi? On part de l'héritage de Lénine, bien sûr, dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, paru en 1916, mais qui va déboucher lors du deuxième congrès de l'Internationale communiste en 1920, qui est le véritable congrès de fondation, là où sont mis en place les statuts. Je renvoie aux travaux de Serge Volikov sur le sujet.
qui fixe les conditions d'adhésion, les 21 conditions. Et bien, dans ces 21 conditions, vous avez la 8e qui définit, bien sûr, les enjeux de la lutte contre le colonialisme, de la lutte anticoloniale, de la lutte anti-impérialiste. Dans la question des colonies et des nationalités opprimées, les partis des pays dont la bourgeoisie possède des colonies ou opprime des nations doivent avoir une ligne de conduite particulièrement claire et nette. Tout parti appartenant à la Troisième Internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les prouesses de ces impérialistes aux colonies, de soutenir non en parole mais en fait tout mouvement d'émancipation dans les colonies, d'exiger l'expulsion des colonies et des impérialistes de la métropole, etc., etc. Donc on voit bien qu'il faut, dans ces conditions, juillet 1920, faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire l'adhésion à la Troisième Internationale se fait sur des principes purs, et donc la pureté, c'est celle de défendre les colonies, les peuples colonisés, les indigènes face aux impérialistes et face aux logiques impériales. Au cours de la discussion de cette thèse, le journaliste John Reed, qui est délégué américain, après avoir reçu l'approbation de Lénine, intervient dans ce congrès avec force sur l'oppression raciste aux États-Unis, et liant de fait la question coloniale à la question raciste à l'échelle mondiale. J'y reviendrai plus tard dans l'exposé, mais c'est fondamental parce que dès le départ, on pose les bases, en fin de compte, de ce questionnement, une permanence de l'ère communautaire dénonçant les logiques racistes, les enjeux raciaux. N'oublions pas les conditions dans lesquelles la colonisation se passe, le code de l'indigénat. Enfin, je ne reviens pas sur le substrat qui permet de comprendre ce qui se joue, mais voir du côté du communautaire. Donc, armé de cette résolution, le jeune Parti mondial de la Révolution s'emploie à mobiliser contre les formes variées du colonialisme. Qu'en est-il en Afrique? Et Serge Volikov l'a très bien souligné dans le colloque que j'évoquais tout à l'heure. Je le cite, « Il faut distinguer l'Afrique comme continent et le monde africain, réel produit du partage colonial, qui, depuis la conférence de Berlin en 1885, en a fait un continent partagé par les puissances européennes. Ce schéma historique qui reste dominant entre les deux guerres mondiales s'impose au mouvement communiste naissant, pour qui l'Afrique n'est pas une entité politique. L'Afrique colonisée avec ses différents territoires reste à la périphérie des premiers débats sur la question coloniale et nationale, orientée essentiellement vers l'Asie. » Donc c'est sur ce registre, c'est ce registre qu'il faut avoir véritablement à l'esprit, de dire il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques en fonction des différents empires, en fonction des différentes métropoles, que l'on pense à l'empire français, à l'empire britannique, mais aussi portugais, et puis italien, et puis la présence effectivement des Belges. Tout cela nous invite à penser différentes Afriques, même si, on pourra y revenir, le monde colonial et le monde impérialiste peut avoir des intérêts communs malgré les rivalités, puisque les partages sont faits, sont respectés, même si au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce qui était de l'Empire allemand a été redistribué. Il ne faut jamais perdre de vue que le monde des métropoles peut s'entendre et s'entendre très bien. Donc on voit l'emboîtement de conférences, de réunions, de résolutions qui mentionne avant tout, et c'est pour ça ce petit clin d'œil au congrès de Bakou des peuples de l'Orient, qui évoque la question de l'Orient. Parce que dans ce premier congrès des peuples, alors certes qui était pour le Moyen-Orient, qui était pour le côté oriental, seront rattachés dès le début les pays africains à l'Orient, puisque quelques mois plus tard, après le congrès de Bakou, est fondée l'Université communiste des travailleurs de l'Orient, KUTV, à Moscou, sous l'égide du commissariat aux affaires nationales. Donc la mission était de former des cadres, aussi bien pour l'Asie et le Caucase, c'est vrai, mais que pour tous les pays en dehors de l'Europe. Et à partir de 1923, pardon, on est peut-être un peu allé trop vite, mais c'est pas grave sur le PowerPoint, on y reviendra tout à l'heure. Sa mission était donc d'être une école du Comintern, rattachée au Comintern, et son horizon s'élargit à cette date à l'Afrique et aux Amériques. Donc, on voit bien que le secrétariat d'Orient, avec cette école particulière, eh bien, participe à s'intéresser et à essayer de trouver des relais, des appuis en Afrique. Alors là, sur le diaporama, vous avez par exemple la Fraternité africaine du sang, African Blood Brotherhood, ABB, fondée par le journaliste Cyril Briggs, qui permet de fusionner et qui vient de fusionner avec le jeune Parti communiste des États-Unis,
soulignant les connexions que je vous donnais tout à l'heure à l'œuvre, à la fois connexion sur l'antiracisme, connexion sur la libération des Noirs à l'échelle internationale et les enjeux qui participent de cela. Alors bien sûr, les délégués ici sont afro-américains, comme on dit à l'époque, puisque le problème enfin, c'est pas un problème, mais il faut bien voir cette circulation qui peut exister, présent aux différents congrès de l'international communiste ou à des réunions spécifiques, où on peut voir bien sûr cette vision en quelque sorte de la fraternité africaine du sang qui est importante et qui propose véritablement de prendre à bras-le-corps la question de l'impérialisme et la question du racisme. Au 4e congrès, d'ailleurs, du Comintern, en novembre 22, la thèse sur la question nègre, alors je mets des guillemets puisqu'elle était intitulée comme ça, ou question noire, mais la première traduction, c'était la thèse sur la question nègre, est adoptée par les délégués. Elle a sans doute été rédigée par Otto Wiswood, non, on reste sur la précédente, pardon, par Otto Wiswood que vous avez ici, qui était le délégué américain au Congrès. Et son intervention est très intéressante parce qu'il fait un portrait des 150 millions de Noirs dans le monde, dont 25 millions vivent dans le Nouveau Monde et le reste en Afrique, tout en faisant le lien de l'histoire de l'esclavage et de tous les enjeux qui existaient. Et puis surtout, il dresse un tableau des organisations noires comme la Fondation Rockefeller, l'Urban League, l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, qui restent à ses yeux simplement des outils aux mains des capitalistes. Et il souligne les associations, les organisations intéressantes, je mets des guillemets parce que je l'ai repris dans son discours, l'organisation Garvey, l'African Blood Brotherhood, dont on vient de parler, sans oublier diverses petites organisations nationalistes en Afrique, et donc qui peuvent avoir une bonne propagation pour les idées communistes. C'est pourquoi il propose d'adopter la thèse sur la question noire. Et bien oui, la thèse sur la question noire, c'est ce que l'on voit après, c'est-à-dire là, vous pouvez retrouver les archives sur le site Pandore de l'Université de Bourgogne et la MSH, partenariat, Fondation Gabriel Péry, ancien, etc. Je ne reviens pas là-dessus, de la mise en ligne des archives du Comintern et qui nous permet de retrouver, en fin de compte, ces aspects volontaristes. Alors peut-être qu'ils n'ont pas forcément les effets attendus, mais qui participent de cette prise en considération par le Comintern de l'Afrique. Mais cette ligne comporte aussi des contradictions, souvent liées à des cultures européocentrées. Si au 4e congrès de l'Internationale communiste, on insiste sur l'anti-impérialisme, il est stipulé que ce travail dépend des partis métropolitains, et donc des partis des puissances coloniales, suscitant parfois des tensions, des remous, comme l'a montré par exemple récemment Héloïse Dreur dans sa thèse sur l'Algérie. Donc on y reviendra, on en reparlera. Donc effectivement, la jeune SFIC est doublement subordonnée au Comintern et à Paris. Et de ce point de vue-là, on voit bien les logiques dans lesquelles on se place. Ce ne sont pas forcément les indigènes qui sont mis en avant, même si dans un discours ils peuvent l'être, c'est quand même le parti métropolitain qui tient cette organisation. Lors de la période sectaire du Comintern 28-34, liée à la ligne classe contre classe, la question anti-impérialiste redevient une ligne officielle du Parti mondial de la Révolution et de ses organisations auxiliaires. On voit bien les enjeux, alors qu'au 7e congrès de l'ICE, celui de l'antifascisme, connu pour le Front populaire, eh bien, on met en sourdine cette ligne anti-impérialiste, anticolonialiste et la Révolution. Ce qui amène un certain désarroi, et Jean Suret-Canal pouvait écrire cela il y a quelques années, les peuples colonisés ne voyaient guère de différence en ce qui les concernait entre les pratiques coloniales et les méthodes et principes du fascisme. Donc, ce qui permet de comprendre certaines mobilisations antifascistes au début, 1935, c'est fondamental dans le monde africain et dans le Maghreb en particulier, et les désillusions 1936 en particulier, et les suites à cœur Bloom Violette qui n'aboutissent pas du fait du poids des Européens et des colons, eh bien, amènent une fracture encore plus importante. Essayons de voir donc dans un deuxième temps les enjeux que j'évoquais tout à l'heure du Comintern et des organisations spécialisées. Pourquoi? Parce que le Comintern n'est pas simplement un parti mondial, n'est pas simplement une internationale, mais il a aussi une structuration particulière avec l'international syndical rouge, le Secours ouvrier international, le Secours rouge international, voire le Conseil paysan international ou Crestintern. Donc, ce sont aussi par ces organisations qu'il va toucher, arriver ou se connecter, si on veut, avec l'Afrique. Et, entre autres, citons quelque chose d'important qui aura lieu
en 1927, c'est le congrès contre l'impérialisme et l'oppression coloniale qui s'est tenu à Bruxelles du 10 au 14 février 1927 sous l'initiative du communiste allemand Willy Münzenberg, secrétaire du Secours ouvrier international à l'époque, affilié au Comintern, et la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale, ou Ligue contre l'impérialisme et pour l'indépendance nationale, eh bien, caractérise cet effort qui naît de ce congrès. On voit ici les différents représentants à ce congrès venant d'Afrique, et il y en a d'autres, hein, j'y reviendrai dans un instant, puisque au total, il y a plus de 170 délégués, 173, qui représentent 134 organisations ou partis politiques de 34 pays, et une dizaine de délégués représentaient l'Afrique. Là, vous en avez au total 5 qui sont représentés, mais pas simplement sur cette vignette, mais sur la suivante aussi, avec, entre autres, Lamine Sangor, alors à ne pas confondre avec un autre Sangor, hein, pour les agrégatifs et CAPES, on pourra y revenir. Vous avez les biographies dans le métron aussi, très utile, puisque ça nous permettra effectivement d'avoir en chair, hein, des exemples de cette histoire connectée. Donc on voit Lamine Sangor sur la première photographie, sur la deuxième, et puis également sur la suivante avec... voilà, avec les différents Africains présents, Messali Hadj, hein, qui est présent en 1927, et Lamine Sangor également. Et Messali Hadj réclame l'indépendance de l'Algérie, le retrait des troupes françaises d'occupation, donc le programme Éclair, 1927, et puis Lamine Sangor est encore plus clair, l'oppression impérialisme que nous appelons colonisation et que vous appelez impérialisme ici, c'est la même chose, camarades, tout cela n'est que du capitalisme. Donc, on voit bien ce qui se joue, et ce qui est embêtant, bien sûr, à plus d'un titre pour Lamine Sangor, c'est que, alors qu'il a un rôle très important dans ce monde du Comintern, il tombe malade des suites de ses blessures pendant la Première Guerre mondiale et disparaît. Donc, ça conduit à une lourde perte pour le monde communiste en Afrique. De surcroît, comme le fait remarquer à juste titre Frédéric Peterson dans l'historiographie anglo-saxonne, les services secrets britanniques mettent en garde le monde occidental face à cette entreprise de subversion du Comintern. Et on voit bien que ces enjeux, en quelque sorte du Foreign Office et des renseignements britanniques et de l'armée, va jouer sur l'ensemble des autres métropoles. N'oublions pas, on est en 1927. Qu'est-ce qui se joue en 1927 ? À Constantine, Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, lance sa fameuse formule « Le communisme, voilà l'ennemi ». Et là, s'il y a une circulation aussi des idées, s'il y a une circulation des hommes, c'est celle de la répression qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire que toute activité communiste en Afrique, alors au Maghreb, mais pas simplement, parce que c'était à Constantine qu'Albert Sarraut avait dit cela, mais tout ce qui se joue dans le monde colonial africain est sévèrement réprimé, et on voit bien l'univers hostile dans lequel évoluent les militants, les cadres, mais aussi les missi-dominici du PC européen ou du Comintern qui viennent en Afrique, ou des Africains qui vont à Moscou. Le deuxième congrès de cette Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale se tient à Francfort en 1929, où on dénonce, bien sûr, là, puisque la période de classe contre classe, la trahison réformiste, de facture plus sectaire, etc. Mais à ce congrès, on peut passer peut-être voilà, merci, à la vignette suivante. On a, lors de ce congrès, l'Américain James Ford qui prépare en parallèle un congrès international des travailleurs noirs qui permet d'amener, en quelque sorte, la naissance d'une internationale syndicale des travailleurs noirs, ou International Trade Unions Committee of Negro Workers, qui participe et qui est rattaché au Profintern, à l'international syndical rouge, qui est rattaché au Comintern. Et cet itinéraire de James Ford est intéressant parce que militant syndicaliste communiste afro-américain, il est l'un des principaux acteurs mondiaux de l'histoire du communisme de l'entre-deux-guerres dans ce qu'on appelle l'Atlantique noir, selon les mots de son biographe Holger Weiss, à savoir, il permet de connecter Chicago, Moscou, Hambourg, tout en les reliant aux militants noirs d'Afrique, mais aussi des Caraïbes, mais aussi des États-Unis, et également en Europe. Et on voit bien là un réseau important qui est en train de se tisser. En parallèle à cette création d'internationale syndicale des travailleurs noirs,
on a le bureau nègre. Alors, on peut voir sur le PowerPoint, sur l'organigramme de lycée sur cette période, le secrétariat des pays anglo-américains et le secrétariat des pays orientaux. C'est ces deux secrétariats auprès desquels Robin Page Arnott, le Britannique, intervient pour mettre en œuvre toute cette lutte contre l'impérialisme et le colonialisme. Donc, dans cette jonction des luttes, on va dire, des organisations proches du Comintern, la coopération entre le Comité de Hambourg et le Secours Rouge International est l'une des plus fructueuses, comme l'a rappelé récemment dans sa thèse Corentin Lahu, cette thèse sur le Secours Rouge. Il s'agit de mutualiser les initiatives. Et en mutualisant les initiatives du Secours Rouge, on peut voir différents éléments. La première affiche que l'on connaît très bien, qui est celle de 1925, venant des archives nationales. Ne nous oubliez pas le Secours Rouge parmi les délaissés dans les colonies en arabe, qui n'est pas simplement collé en Afrique, mais collé aussi en métropole, puisque l'une de celles-là, elle avait été retrouvée même à Dijon, à la préfecture. Celle-là, elle vient des AN en tant que telle. Et puis, bien sûr, toutes les mobilisations contre la guerre du Rif. On y reviendra dans un instant, c'est-à-dire comment le Secours Rouge international a permis de rencontrer l'Afrique ou de connecter le monde communiste aux sociétés africaines pendant la guerre du Rif, à Madagascar, en Afrique du Sud, et puis en Afrique du Sud avec une affaire particulière qui est totalement américaine, c'est l'affaire de Scottsboro, c'est-à-dire de jeunes noirs américains qui sont condamnés pour soi-disant avoir violé des femmes dans un train, mais la mobilisation internationale, vous voyez des timbres du Secours Rouge qui sont aussi vendus en Afrique par le Secours Rouge, ou alors l'affiche russe ou soviétique de Moore, qui représente ces enjeux, qui est aussi une très belle affiche, participe de cette connexion. Essayons de voir de plus près. Effectivement, fin 1924, le PCF s'engage dans le soutien au chef rebelle marocain Abdelkrim, qui a pris les armes contre la double tutelle des Espagnols et des Français. En mai 25, les communistes demandent aux soldats de fraterniser avec les Marocains, puis ils créent un comité très actif, un comité central d'action contre la guerre du Rif, placé sous la responsabilité d'un jeune dirigeant du Pas-de-Calais, Maurice Thorez. Alors, bien sûr, un mot d'ordre de grève est même lancé, sans grand succès, sauf dans les zones de force ouvrière de la région parisienne, du nord du Gard ou des régions stéphanoises et lyonnaises. Donc là, c'est les répercussions en métropole qui ont lieu, mais le Secours Rouge, lui, intervient en Afrique sur le sujet. En mai 29, c'est à Madagascar que le Secours Rouge intervient, en particulier auprès et participe à la structuration du mouvement indépendantiste malgache, avec une grande manifestation en mai 29 où il y a 3000 manifestants qui crient liberté, Abal Indigena, Madagascar en malgache. Donc on voit bien les enjeux nationalistes qui se jouent, émancipateurs qui se jouent, mais très vite les principaux dirigeants sont arrêtés. Et là, le Secours Rouge international envoie un avocat, Robert Foissin, qui vient défendre bien sûr ces condamnés, mais surtout qui en profite pour constituer le Secours Rouge international, pour constituer les bases à Madagascar d'une organisation. Et malgré sa dissolution en 1934, le Secours Rouge a joué un rôle majeur au début des années 30 dans la structuration, dans la pénétration des idées communistes et indépendantistes au sein du mouvement national malgache, comme le rappelle Corentin Lahu, mais aussi il devient, après sa dissolution, une société secrète, du moins au pays Betsileo. Et là, je renvoie aux travaux de Francis Körner et Paul Bussac, fondent en 1936 le PC malgache, que rejoignent la plupart des militants passés par le Secours Rouge. Donc, on voit que le Secours Rouge participe véritablement de cette mise en œuvre. Alors, on pourrait prendre toutes les autres, comment dirais-je, façons et manières de participer avec le Secours Rouge pour dénoncer le colonialisme, les affiches sur la dénonciation du centenaire de l'Algérie coloniale, etc. Mais aussi, et ça il ne faut pas le perdre de vue, les militants qui sont partis combattre pendant la guerre civile espagnole dans les brigades internationales. Brigade internationale, alors il y a deux exemples, Maurice Laban, volontaire d'Alger, non, vous pouvez la laisser s'il vous plaît, merci. Et puis Rabat Ossidoum, chef du bataillon commune de Paris, tué lors de la bataille de Castres en 1938, où il y a eu vraiment de nombreux morts des brigades internationales, et qui dit « Toute la presse parle des volontaires marocains dans les rangs des rebelles franquistes. Moi, personnellement, je suis venu combattre avec les brigades internationales, démontrant ainsi que tous les Arabes ne sont pas fascistes. » Et ça participe aussi des enjeux de cette politisation au moment de cette période. Alors,
bien sûr, il y a différentes actions sur lesquelles on peut travailler, mais surtout derrière cette mise en œuvre du Comintern, et si on voit dans la suite, alors là c'était sur Madagascar, mais j'ai avancé, j'évoquais pas de mort. N'oublions pas non plus qu'il pouvait exister, il y avait juste une petite photo là, c'est Barbus avec le premier orphelinat du Secours Rouge international qui accueille de jeunes Africains. Ça, c'est une piste de recherche. Je suis désolé pour les agrégatifs, je ne peux pas vous donner plus. C'est une image intéressante, mais ce sera peut-être après votre agrég des sujets de thèse à venir. Ça peut participer de cela. En tout cas, l'autre intervention du Comintern, ce sont les écoles de formation, la presse spécialisée. Essayons de voir deux exemples, l'école léniniste internationale et puis l'école d'Orient. Pour ces deux universités qui vont former des cadres africains. Bon, alors là, sur les deux premières photos à gauche, vous avez l'Université des communistes travailleurs de l'Orient et puis à droite, l'école léniniste internationale. Ce que l'on peut voir, c'est l'ensemble, merci, la suite des étudiants. On relève, en fonction des différents travaux et des archives du RGASPI, une quinzaine d'étudiants, par exemple, de l'Afrique du Sud, qui sont passés par ces écoles, soit à l'école léniniste, mais essentiellement celle d'Orient. Et puis, deuxième, en Algérie, par exemple, on a Ben Ali Boukorte, que vous avez ici, qui sera le premier dirigeant du Parti communiste algérien, enfin d'abord de la SFIC et Parti communiste français en Algérie, et puis du Parti algérien autonome au moment du Front populaire. Les deux autres portraits comment dirais-je, d'élèves, c'est Josie Mpama et puis Harry Haywood que j'évoquais tout à l'heure, qui sont passés par ces écoles. Alors, ces écoles du Comintern sont aussi intéressantes parce que non seulement elles forment, mais il y a toute une historiographie aujourd'hui qui essaye de montrer le racisme qui pouvait exister à l'encontre de ces étudiants. Entre autres, plusieurs articles récents retracent le quotidien de ces élèves à Moscou dans un racisme ambiant, etc. Et même Manwilski intervient pour essayer de calmer ça et rencontre Jomo Kenyatta à ce moment qui lui évoque l'image du noir véritablement en Russie. A contrario, Harry Haywood, que j'évoquais ici, lui évoque autre chose. Un jour, ils se font maltraité dans un tramway par un ivrogne et toute la population l'arrête et l'emmène même au poste de police. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut voir aussi le socialisme qui construit véritablement l'amitié entre les peuples. Et puis le dernier congrès, la dernière personne, c'était Josie Mpama qui, elle intervenait au 7e congrès de lycée, mais sur une ligne assez sectaire et du coup, ça n'a pas été très bien pour elle puisqu'elle n'avait pas compris le tournant de Front populaire. Bon, tout ça nous rappelle qu'il y a aussi un autre acteur dans cette formation, c'est la presse. Effectivement, je l'ai dit, le negro worker ou le travailleur noir, qui naît en 1928, qui est l'organe de fait du Comité syndicaliste international des travailleurs noirs, a un rôle important et il y a plein d'exemples. Vous en voyez différentes unes. Là, le Libéria, défendre le Libéria face aux différentes puissances, et on met sur le même plan la France, l'Angleterre, l'Allemagne nazie que les États-Unis, etc. C'est des enjeux assez géopolitiques particuliers. Mais au-delà de cela, il y a des articles intéressants. Il y en a un que je reprendrai, c'est celui de la révision du traité ou convention du Mozambique entre le Portugal et l'Union d'Afrique du Sud, datant de 1909, qui est révisé en 1928. Et il s'agit de nouvelles négociations sur le recrutement supplémentaire de main-d'œuvre indigène en Afrique, convention qui légalise en fait la servitude humaine et l'esclavage des nègres de l'Afrique de l'Est. Et donc, James Ford, dans son article, James Ford demande qu'on abolisse non seulement les prisons ou quartiers d'esclaves, les compounds en Afrique du Sud, mais que l'on obtienne l'établissement de logements convenables. Et puis surtout, il demande que ce traité, cette convention soit supprimée. Alors bien sûr, portée qui reste limitée, mais qui montre bien les enjeux de l'implantation ou des vecteurs, des tentatives de l'implantation du Comintern en Afrique. Et enfin, dernière chose, et je fais attention d'être dans les temps, la troisième partie, c'était celle des partis. Bien sûr, les enjeux des partis africains, acteurs et mobilisation au temps du Comintern, c'est-à-dire les sections locales, elles sont véritablement marquées par le chauvinisme blanc et la fraternité des peuples. Là, il y a une ambiguïté fortement importante. Si en 1935, 65 partis
ou sections nationales sont affiliées au Parti mondial, eh bien, en Afrique, il y en a très peu. Parce que d'abord, ce sont des branches métropolitaines, comme en Algérie, comme au Maroc ou comme en Tunisie, où parfois, il peut y avoir des partis locaux, comme on l'a évoqué, avec le parti africain. Mais sur chacun des partis, on voit bien que le chauvinisme blanc est fortement présent. Et Loïs Dreur a bien souligné les difficultés du processus d'autonomisation. Et ces difficultés d'autonomisation se voient bien non seulement sur le nombre d'adhérents avec la part des colonisés, 7% en 1924 pour arriver à 39% en 1936, au moment du Front populaire, mais au moment aussi des désillusions les plus fortes sur lesquelles on pourrait revenir. Et bien sûr, la visite de Maurice Thorez en février 1939, alors je ne sais pas pourquoi elle est passée à l'envers, parce que normalement elle est droite, excusez-moi, qui montre bien toute l'ambiguïté du discours communiste sur une nation en formation, niant de fait la logique africaine. Et puis l'autre partie, c'est l'Afrique du Sud, qui est marquée aussi par ce chauvinisme blanc, donc c'est ce qui montre la barrière coloniale, comme disait René Galissot, d'un point de vue mental, important, le poids de la métropole, c'est l'Afrique du Sud. On va continuer. Alors là, c'était l'implantation en Algérie, mais tous ces documents, de toute façon, on les mettra en ligne sur la Fondation Gabriel Péri et vous aurez l'essentiel de cela. Remontons peut-être, pardon, juste avant. Encore avant, parce que là, voilà, on va rester sur ces enjeux. Qu'est-ce qui se joue en Afrique du Sud? Eh bien, ce qui se joue, c'est que là aussi, entre autres, en Afrique du Sud, le Parti communiste naît en 1921, 175 membres au début sur un pays de 7 millions d'habitants, essentiellement blancs dans un premier temps, et qui va, lors de la révolte du Rwanda, eh bien, être marqué par une identité, je dirais, nationaliste afrikaner, demandant de fait les soviets pour les Blancs, mais en méprisant les Noirs. Et là, l'international ne laisse pas passer. Et petit à petit, on va voir une reprise en main tout au long de son histoire, jusqu'à la République indigène, 1928, 29, 30, le tournant autour de cela qui permet ces enjeux. Il y aurait un autre parti communiste qu'on pourrait voir avec un cas particulier, c'est en Égypte, puisqu'il dépend bien sûr au départ des logiques britanniques, mais là aussi, c'est souvent des intellectuels, des fonctionnaires d'origine européenne et non musulmane, juifs, grecs, arméniens, italiens. Et si ça vous intéresse, pardon, il y avait un très bel article dans les cahiers d'histoire il y a quelques années sur le sujet. Son premier dirigeant arabe, c'est Mahmoud Hosni Ourabi, qui était un avocat égyptien et qui est présent au 4e congrès de l'Internationale communiste, mais véritablement à partir de 24, répression très forte et on n'a quasiment plus rien. Donc derrière tout ça, on voit apparaître, et vraiment je vais terminer, des figures, et ces figures, entre autres Lamine Senghor, qui a un rôle important non seulement dans le comité de défense de la race nègre, je mets des guillemets, mais c'était les termes qui étaient employés à l'époque, qui va ensuite donner le relais à Garan Kouyaté, et ça montre bien, en fin de compte, l'ambiguïté que l'on va avoir dans ce communisme, parce qu'ils vont être attirés par le panafricanisme ou le nationalisme. Et ça, c'est le paradoxe sur lequel ça va se construire. Et on voit que d'ailleurs, l'étoile nord-africaine, qui au début était liée au Parti communiste, eh bien, s'en éloigne, bien sûr, au moment du Front populaire, puisque c'est la logique sur laquelle on n'est plus dans la logique de l'indépendance, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, ces différentes participations, alors Lamine Senghor lance le cri des nègres, qui est très intéressant, et on voit bien les enjeux de l'Éthiopie et toutes les logiques qui sont avec l'Éthiopie. Et puis, c'est l'un des dirigeants qui est le plus, on va dire, attaqué par l'extrême droite française. Je vous ai mis cette affiche de François Coty contre le communisme, sauvons nos colonies. Il finançait toutes les ligues d'extrême droite dans l'entre-deux-guerres. Et l'imagerie est très bonne, le péril rouge en pays noir. Et c'est Kouyaté qui était visé. Et Kouyaté va plutôt se rapprocher du panafricanisme, va se rapprocher de Padmore et d'autres, et plus ou moins quitter le PC et va lancer cette revue Africa, mais qui soutient le Front populaire. C'est très intéressant au moment où pourtant il était parti et puis il est arrêté, il meurt à Mauthausen. Je renvoie à sa biographie dans le métro. Donc voilà, rapidement, excusez-moi, c'était un peu long. Et pour conclure, simplement pour expliquer ces rencontres inachevées entre le Comintern et les sociétés africaines, eh bien,
ça révèle ce que Philippe de Witt avait souligné il y a longtemps sur l'ambiguïté fondamentale du Comintern, qui pose le problème, en fin de compte, de concilier la lutte des classes et une solidarité raciale plus enthousiasmante, mais qui à tout moment peut déraper vers le chauvinisme. Alors ça, c'est certain, mais en même temps, et donc il soulignait de fait l'attrait pour le panafricanisme des éléments du Comintern, mais il négligeait, me semble-t-il, le poids crucial des impérialismes qui, au sein du monde colonial, ont suivi très tôt une ligne radicale de lutte contre les Rouges, un cordon sanitaire de 1919 qui se perpétue dans le monde impérial et dans le monde colonial. Je renvoie bien sûr à Albert Sarraut et tout ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a quand même un héritage par rapport à tout ça. Alors là, c'était bien sûr la naissance du modèle. Je ne sais pas du tout, le PowerPoint blague de plus en plus. C'est marrant, le passage Mac, PC, ça ne va pas. C'était simplement que Enzula, je voulais dire un mot, c'est lui qui participe avec Potemkin et Zuzmanovic, mais peut-être que Françoise en parlera mieux, à l'école soviétique d'Afrique. Et c'est le premier article important, enfin brochure importante sur le travail colonial en Afrique et les forces des travailleurs d'un point de vue main-d'œuvre qui est publié à ce moment-là. Mais bon, il disparaît, Enzula, en 1934 d'une pneumonie. Excusez-moi, c'est mal tapé. On avance et l'héritage le plus important, c'est celui-là, c'est-à-dire en fin de compte, dans cette dynamique de soulèvement de peuple opprimé, la Fédération panafricaine née à Manchester au cours de l'année 44, sous l'égide de Nkrumah et de Panmore, permet de faire le lien entre les jeunes générations et les anciens qui ont présidé les congrès panafricains, mais qui étaient présents dans les instances du Comintern. Donc, de fait, les courants internationalistes devront compter maintenant avec de nouveaux acteurs méfiants vis-à-vis d'organisations européocentrées ou marquées par un internationalisme de façade. Eh bien, j'ouvre pour la suite, parce que la suite, c'est la guerre froide, c'est les enjeux de Bandung, sont les enjeux de la tricontinentale, bref, la décolonisation, les PC, autant de la décolonisation.